Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite analyse, on va essayer de faire ça en... On va pas essayer de faire une grosse analyse, hein. C'est juste un match amical, bon voilà. C'est pour qu'on voit un petit peu les erreurs qu'il y a eu, des choses qui ne sont pas allées, des choses qui étaient positives aussi, qu'il faut travailler dessus. Bon voilà, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'espère que ça va mieux par rapport à hier soir. C'est vrai qu'on a vécu un grand moment hier, voilà. Il y a beaucoup de supporters qui crient un petit peu à la catastrophe. Voilà, match amical, on l'a perdu, c'est déjà la fin de la saison alors qu'on l'a pas encore commencé. Calmez-vous les amis, calmez-vous. Mais attendez, avant de démarrer, avant de partir trop dans les séquences vidéo, tout ça, on a dépassé les 60 000 sur la chaîne. Et oui, on a dépassé, on est plus de 60 000, bientôt 61 000 je crois là, et ça me fait plaisir, ça me touche. Voilà, c'est un grand merci à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui partagent, qui donnent leur avis aussi en commentaire, tout ça, voilà, c'est beau. C'est beau. Si je kiffe autant ma vie aussi, c'est parce que vous êtes là, à me pousser à bout. Non, mais pour vous, c'est peut-être juste, on va checker une petite vidéo, tu vois, on va regarder une petite vidéo en détente. Voilà, le Barça, ils ont joué, on va regarder les vidéos de Café Barça, et puis pour vous, c'est juste ça. Mais pour moi, c'est quand même, ça veut dire beaucoup plus. Donc, un grand merci. Un grand merci à tout le monde. On va faire une FAQ, hein, parce que tous les 10 000, on fait des FAQ tout simplement en totale détente. Donc je vais pas tarder à faire un petit post sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube aussi. Puis voilà, vous pourrez me poser des questions et puis j'essaierai de prendre un maximum de questions comme d'habitude et de répondre le plus sincèrement possible. Donc hier le Barça a perdu, voilà, c'est la catastrophe, la saison est déjà finie, il faut virer le coach, on a vu ramener Xavi, et j'ai vu des trucs comme ça. Hein. Non, on va pas ramener Xavi, on va pas virer le coach les amis, on va se détendre, on va prendre une petite tisane tranquillement et on va se détendre un petit peu. La saison n'a pas encore commencé, on va pas tirer des conclusions. Je crois qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires hier par rapport au débrief en gros, et qui m'ont dit la saison dernière on a gagné les matchs amicaux et pourtant on a fait une saison blanche, tu vois. Et c'est pas faux. On peut très bien faire une très bonne pré-saison et s'effondrer totalement dans la saison, faire une mauvaise pré-saison et vice versa. Ça ne veut rien dire en soi. Il faut gagner les matchs et bien jouer quand ça compte. C'est le plus important. Évidemment. Mais quand même, voilà, comme je l'ai dit hier, c'est pas très grave en soi de perdre ce match, c'est un match amical, mais ça picote un peu parce que c'est le trophée Lamper, c'est le premier match à domicile, et dans ce stade, on a l'impression, on m'a dit aussi, ce stade est la malédiction de Toutankhamon, ça m'a bien fait marrer. On a l'impression que quand on joue dans ce stade-là, d'un coup, les joueurs, il y a leur âme qui reste en dehors du stade, et on a l'impression qu'ils jouent pas trop, quoi. Mais bon, bref, ça c'est pas, à la limite, c'est superstition, c'est des trucs comme ça, mais concrètement, quand on regarde les faits, cette équipe, moi en soi, elle ne m'inquiète pas tant que ça, parce que déjà en pré-saison on a vu des belles choses. Comme je l'ai dit, on va pas tirer de conclusions sur les résultats, sur les choses comme ça, on s'en fout de ça. Laissez les résultats, les trucs comme ça de côté, et il faut se concentrer sur les idées et le jeu proposé, voilà, tout simplement les idées du coach et ce que proposent les joueurs sur le terrain. On a vu quelques changements par rapport à Xavi. Alors certes, le pressing intense, tout ça, on l'a vu la saison dernière ou les dernières saisons avec Xavi, on a vu un nouveau pressing. Quand Xavi est arrivé, il a instauré ça, d'un nouveau pressé, de mettre l'agressivité. Donc ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, on retrouve une sorte de pressing agressif, tout ça. Et les joueurs, on a l'impression qu'ils ont envie de se donner, envie de prouver aussi au nouveau coach que maintenant, il faudra tenir ce pressing-là toute la saison. Parce que presser en début de saison, jouer comme des morts de faim, on va dire, et montrer au coach qu'on mérite d'être là, c'est bien. Mais il va falloir le faire toute la saison parce qu'en fait, presser de manière agressive, Flick, c'est ce qu'il demande à ses équipes. C'est la norme pour lui. C'est pas genre, tu me fais plaisir en début de saison, tu presses et après on verra. Non, ça fait partie de son jeu. Le pressing, il va falloir le mettre toute la saison, pendant tout le match, pendant tous les matchs. Mais ce qu'il faut aussi retenir sur ce match-là, beaucoup ont critiqué le milieu de terrain qui est inexpérimenté. Les gars, hier, le milieu titulaire était Bernal, Casado, Pablo Torre. Je n'ai rien contre ces joueurs, ils ont du talent. Mais c'est sûr que ça ne sera pas les milieux titulaires. Là, on va commencer à Valence, tout ça. On peut peut-être avoir quelques interrogations, quelques inquiétudes parce que nos milieux ne sont pas prêts de revenir. Il y a Gavi, Frenkie, Pedri, en l'occurrence, et même Fermin là, qui pour l'instant ne sont pas là. Donc on a quand même énormément de milieux qui ne sont pas à disposition plutôt du coach. Donc est-ce qu'on va s'inquiéter de se dire Flick, voilà, comment on joue le milieu n'a pas tenu le ballon. Et oui, le milieu n'a pas tenu le ballon, mais c'est un milieu inexpérimenté, un milieu assez jeune et un milieu qui ne sera pas titulaire cette saison non plus. Donc est-ce qu'il faut tirer une conclusion par rapport au milieu terrain? Non.
en soi. C'est pour ça qu'hier dans mon débrief j'ai dit moi ce qui m'inquiète le plus c'est Lewandowski, parce que Lewandowski sera titulaire et Lewandowski est un pilier de l'équipe, est un joueur important, un joueur qui est censé avoir énormément d'expérience et enfin qui en a et qui est censé porter l'équipe aussi, faire les bons choix, montrer l'exemple. C'est là que ça m'inquiète. Autre chose qui m'inquiète, c'est Ter Stegen. Beaucoup lui sont tombés dessus hier, évidemment parce que comme souvent Ter Stegen on a l'impression que vous voyez ce que je veux dire, hein, évidemment les fameux surnoms. Moi je pense que et je pense que logiquement aucun supporter dans la communauté n'aime tomber sur les joueurs en général. Je pense que c'est pas un kiff, c'est pas un plaisir. Je pense que tout le monde préférerait que leur joueur de leur équipe propose quelque chose d'intéressant, joue vraiment au football et soit décisif et joue bien, quoi, tout simplement. Tout le monde préférerait que Lewandowski la débute, tout le monde serait content. Et tout le monde préférerait que Ter Stegen fasse des arrêts en fait, tout court. Pas forcément des arrêts monumentaux, mais des arrêts déjà. Soit décisif sur sa ligne. Je pense que tout le monde aimerait ça plutôt que de tomber sur lui. Donc ça, c'est ce qui peut être inquiétant. Lewandowski, Ter Stegen. Donc ça fait partie quand même de la colonne vertébrale de cette équipe. Le gardien, qui est capitaine aussi. L'axe, la défense centrale, qui, pareil, on ne sait pas si ça sera celle-là vraiment titulaire cette saison. Le milieu de terrain, qui ne sera pas titulaire cette saison. Et le 9, qui peut inquiéter. Donc c'est pour ça que d'un côté il y a certaines inquiétudes par rapport à certains joueurs et d'un autre côté faut pas non plus crier à la catastrophe parce que quand certains joueurs vont revenir ça sera mieux. Bon après il y a Gundogan par exemple qui pose un petit peu problème aussi sans ballon, on l'a déjà dit. Quand il y a Gundogan et Lewandowski devant, au niveau du pressing, je pense que ça va être compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Flick, il a une certaine manière de voir le football. Et il a une certaine manière ces équipes ont une certaine manière de jouer. Ces équipes ont besoin de certaines choses pour que ça fonctionne. Parce que si Flick, il n'a pas ces choses-là qui fonctionnent, son projet de jeu ne va pas forcément fonctionner. C'est évident. Je pense que ça marche avec Flick, ça marche avec tous les coachs, de toute façon. Donc, quand Lewandowski, parce que Flick il veut un énorme pressing très agressif et si le pressing ne fonctionne pas comme avec l'ancien coach les dernières saisons, surtout la saison dernière où le pressing ne fonctionnait pas, c'était compliqué derrière. Parce que quand les attaquants en gros, le 10 et l'attaquant en fait c'est les deux qui pressent les défenses. Si les deux devant déjà ne pressent pas très bien, derrière après ça s'effondre. Il faut que le pressing soit en bloc collectif et coordonné. S'il y en a un qui fait un peu moins d'efforts, c'est compliqué. Sachant que Gundogan et Lewandowski font pas trop les efforts concrètement de pressing. Donc quand les deux jouent en même temps, complicado l'histoire. Donc ça, il faudrait faire attention cette saison. Ensuite, autre problème pour moi aussi par rapport à ce que veut Flick et ce qu'on voit sur le terrain, c'est le latéral droit. Je n'ai rien contre Koundé, on va voir, j'ai sélectionné quelques séquences où malheureusement Koundé n'est pas à son avantage. C'est pas pour lui tomber dessus, je trouve que Koundé est un excellent joueur, il n'y a pas de problème avec ça, moi j'aime bien Koundé, aucun problème avec lui. Mais en termes de profil de latéral, à mon avis c'est pas ce qui convient à Flick. Encore moins quand il y a Pau Vitor, ils s'appellent tous Pau, bref, quand il y a Pau Vitor en ailier droit, ça fonctionne encore moins avec Koundé et on va le voir dans les séquences vidéo. Mais il nous faut un latéral droit offensif qui va faire des différences parce que Flick, dans l'animation, ces latéraux, ils montent, ils prennent les couloirs et les deux ailiers rentrent dans l'axe. Comme ça, on surcharge un peu l'axe, on a beaucoup de solutions, mais on a quand même les latéraux qui viennent étirer la défense adverse et beaucoup de joueurs axiaux qui offrent beaucoup de solutions. C'est un peu ça le projet. Sauf que Koundé, il prend pas forcément le couloir. Il reste un petit peu trop bas, tout ça, et ça fonctionne pas très bien. Et quand il prend le couloir, il va pas faire énormément de différence parce que ça reste, même s'il s'en sort bien à droite, ça reste un défenseur central. Donc défensivement, c'est mieux que certains, mais offensivement, ça ne fonctionnera pas. Je pense que ça aura en tout cas ses limites. On va le voir, on l'a déjà vu contre Monaco, on l'a déjà vu même les autres saisons, mais c'est compliqué. Bref, on va démarrer direct avec les séquences. Donc le début de match. Début de match, on joue la 30e seconde, la première minute quoi, plutôt. Et on voit déjà des choses qu'on a déjà vues en pré-saison, des choses qui sont positives parce qu'il y a une belle action. Et déjà, au bout d'une minute, on se crée déjà la première occasion du match, mais malheureusement, manque d'efficacité de la part de Pau Vitor. Parce qu'il n'y a pas que Lewandowski aussi qui a loupé quelques occasions. Pau Vitor en a loupé deux grosses occasions quand même hier soir. Donc on a la balle avec Ter Stegen, et on l'a vu souvent sous Flick, on essaie d'aller chercher quand même assez loin et de casser plusieurs lignes. Au lieu de ressortir court et de venir dans les petits espaces, monter petit à petit le bloc, on va pas hésiter à jouer long.
à jouer long, casser plusieurs lignes de pressing adverse avec une seule passe. Et c'est Ter Stegen ou les défenseurs centraux qui le font assez souvent. Donc là, on a Pablo Torre, tu vois, qui est censé jouer... alors, on ne joue pas forcément en 4-2-3-1, même si là, on voit qu'on a 4 défenseurs, on va dire, et un double pivot. Mais c'est Pablo Torre qui est censé être plus ou moins le joueur le plus offensif, en tout cas le 10, qui vient se proposer. Donc là, on a Casado souvent qui était seul aussi, derrière la ligne de pressing du milieu. Mais là, on a Ter Stegen qui va trouver direct Lewandowski qui vient se proposer. Donc là, c'est Lewandowski, il fait quelque chose de bien. Il vient se proposer. Quand je dis que Lewandowski ne doit pas dézoner, dans ces cas-là, il doit le faire. Il doit le faire parce qu'il doit sortir de cette défense et venir se proposer une solution comme ça, directement haut. On passe avec une passe, on se retrouve au milieu de terrain et on a le ballon entre le milieu et la défense. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Surtout que Lewandowski, après, il va jouer assez rapidement, on va dire. Il se retourne, il lance Rafinha. On se retrouve en supériorité, on a quelque chose d'intéressant. Surtout que Rafinha va faire la différence, il va réussir un peu à dribbler avec un peu de chance, il va passer, le joueur de Monaco va tacler mais va rater son tacle, il va contrer juste le ballon mais Rafinha va pouvoir continuer. Et donc là on a une giga occasion, on a Casado à l'entrée de la surface, bon Lewandowski s'était fait découper je crois, classique parce que Lewandowski prend quand même énormément de coups. On a Pau Vitor qui est quasiment au point de pénalty, second poteau, bref. Et donc on a une passe de Rafinha, bon. La passe n'est pas parfaite. Concrètement, la passe, elle est un peu longue parce que Pau Vitor est complètement seul, mais il doit, vous voyez, il doit quand même accélérer. Bon, après, c'est pas une excuse. En soi, il doit la mettre au fond. Donc, on a deux solutions. La défense de Monaco qui n'a pas eu le temps de revenir et une giga occasion. Et là, Pau Vitor, bon, voilà, tel un Ronald Araujo, un grand défenseur, Piqué, Puyol Prime, il nous dégage le ballon. Voilà, plus de danger. Le pompier de service est là. Non, je plaisante, mais grosse occasion, tu vois, on n'a même pas dépassé la première minute. On a déjà une occasion avec un jeu typiquement flic, on va dire. Très vertical, jeu long depuis la défense, le gardien en l'occurrence, qui envoie un long ballon, cette fois-ci à ras de terre en plus, donc c'est encore mieux pour contrôler la balle, directement sur Lewandowski qui trouve directement Rafinha en profondeur, vraiment de la verticalité. Et dans ces occasions-là, dans ces séquences-là, ça peut être très dangereux. Mais on va voir que des fois la verticalité, ça n'a pas que du bon non plus. On joue la 10e minute, et là on va voir un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec le problème du latéral droit. Donc Casado a le ballon, il élimine son joueur. On a Pau Vitor ici qui était donc sur l'aile droite et qui rentre dans l'axe. Donc au départ de l'action, il écarte un petit peu sa défense et quand on avance un petit peu, quand on se retrouve, on va dire presque dans le dernier tiers, quand on va pour attaquer, on a l'ailier qui rentre dans l'axe. On voit de l'autre côté, on a Rafinha qui est très axial aussi avec Baldé qui prend le couloir. Sauf que là, on a Koundé qui est là. Koundé qui est assez bas, qui est au niveau de Bernal, le pivot de l'équipe. Et donc Pau Vitor qui rentre et logiquement l'animation là qu'on devrait avoir, c'est donc Pau Vitor qui rentre dans l'axe et qui attire l'ailier et le latéral. Et là, on a notre latéral qui devrait prendre le couloir. Ce qu'on l'avait vu en pré-saison beaucoup, c'était Alex Valle à droite, il a beaucoup joué. Sinon, c'était Hector Fort. Généralement, quand même, Alex Valle a beaucoup joué en pré-saison. Là, ça m'étonne hier parce qu'il a pas joué une minute. Je trouve assez quand même étonnant, mais bref. Surtout que je trouve qu'il a fait une bonne pré-saison. Il a proposé quelque chose d'intéressant. Donc là, concrètement, ce qu'on voyait en pré-saison, c'était l'ailier qui rentrait dans l'axe et Alex Valle qui en profitait pour faire une giga course en profondeur. Souvent, il était libre et on pouvait l'envoyer. Là, on a Casado qui attend. Il attend parce que là, Koundé devrait être ici, en fait. On le voit qu'il n'a pas trop envie de monter. Même là, il fait la petite course, mais il s'arrête. Il s'arrête ici. Mais là, il n'y a personne ici. Donc, il n'y a personne pour écarter la défense de Monaco, en tout cas. Parce que s'il y a quelqu'un ici, le latéral, il va être un peu plus écarté. Donc, il y aura plus de place dans l'axe. L'ailier là, il va être plus écarté aussi, donc il y aura plus de place dans l'axe aussi. Là, Monaco, ils ont un giga bloc défensif. Il y a tous les joueurs, je pense. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 2, oui. Il y a tous les joueurs qui sont là, un gros bloc compact dans l'axe. Et nous, nos joueurs, donc là, il y a Baldé qui demande la balle, mais qui devrait être même un peu plus haut, en vrai. Et Koundé qui est très bas aussi, mais qui ne demande même pas la balle, quoi. Il fait pas d'appel. Et donc Casado est obligé de l'envoyer vraiment en profondeur. Allez, vas-y, il force la passe en profondeur pour que Koundé monte. C'est pas bon. Vous voyez, quand Koundé a la balle là, on a l'ailier et on a le latéral qui commencent à faire leur course et à écarter du coup. Alors c'est pas non plus le jour et la nuit, les mecs ils vont pas étirer d'un coup la défense, voilà. Mais si t'as personne qui prend les couloirs, tu vas pas avoir trop de solutions dans l'axe parce que tout le monde va pouvoir rester en bloc. Le jeu sans ballon les amis. Donc après on a Casado qui va renverser le jeu sur Baldé. Il va fixer un petit peu son latéral. On a Rafinha qui était parti faire un appel en gros dans le dos de la défense dans le couloir, ce qui écarte un petit peu aussi, ce qui désorganise cette défense. Et là donc on a Baldé qui sert Pablo Torre en retrait
Baldé qui fait un peu son appel, enfin qui fait un pseudo-appel pour faire semblant, j'imagine, parce qu'il fait pas sa course non plus. Pablo Torre, donc, qui devrait servir là Pau Vitor, concrètement, pour moi. Sauf que il fait le tour de lui-même. Là, on n'a pas Vitor qui est seul à l'entrée de la surface. Tu lui fais la passe, une petite passe là, il a le temps de contrôler. Il va falloir commencer à... Parce que j'ai l'impression en fait sur ce match-là contre Monaco, on a des joueurs qui ont un petit peu moins osé. Alors, il y a eu des séquences vraiment où il y avait des passes risquées, axiales et tout ça, qui cassaient des lignes, qui faisaient des différences plein axe. Mais ce qu'on a vu en pré-saison, c'est vraiment des joueurs qui jouaient vraiment axio, quoi. Vraiment, ça jouait dans l'axe, ça n'hésitait pas à venir se trouver, chercher des passes plein axe. Ça faisait pas des passes en U là, qui contournent le bloc adverse et pendant 3 heures. Et là, au final, c'est un peu ce qu'on a vu hier par moment. Là, le Barça qui fait tourner, on retourne avec Koundé là, qui au final se retrouve ici. Il n'y a personne dans le couloir. Donc Pau Vitor fait son appel, mais on retourne derrière et on refait un tour de bloc. Et là, ce qu'on a, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on repart dans nos travers en fait. On repart avec une équipe, Koundé qui fait la passe à Christensen qui fait la passe à Inigo qui fait la passe à Baldé. À Rafinha en l'occurrence, Baldé était à l'intérieur. C'est pas bon les gars. Faut pas qu'on reparte dans nos travers. On a montré des belles choses en pré-saison. Faut pas repartir à faire des passes comme ça. On a des solutions, on a des joueurs qui se proposent dans l'axe. Un Bernal, un Casado. Faut passer dans l'axe, tout simplement. Autre séquence, bon ça on l'a tous vu. Voilà, récupération de... Il me semble que c'est Bernal qui récupère. Ça arrive, le ballon arrive sur Pablo Torre, tu vois directement Lewandowski, donc récupération haute, je crois que c'était un dégagement du gardien ou quelque chose comme ça, bref. Donc Pablo Torre qui va lancer direct Lewandowski, et là on va se retrouver... Hop, en supériorité, on a le joueur sur Lewandowski, on a Rafinha ici, on a enfin supériorité ou égalité numérique quoi. Mais là on a Lewandowski qui va pour frapper et on a le défenseur là qui défend peut-être assez mal, qui vient dans l'axe pour essayer de contrer le tir. Sauf que Pablo, vas-y, ils ont tous le même prénom. Pau Vitor. Il est complètement seul et Lewandowski l'a vu, il peut pas dire qu'il l'a pas vu, il est à côté de lui. Là, quand il lève la tête, il le voit très bien. Donc il s'avance, il force la frappe. Regardez où il est. Il est à combien? Il est à 30 mètres peut-être, 25 mètres. Et il tente la frappe comme ça alors que Pau Vitor est complètement seul. Tu lui fais une passe ici. La passe est même pas risquée, même pas compliquée. Le défenseur là, il est complètement dans l'axe. Il est dans la trajectoire de la frappe, mais il est complètement au milieu de la surface. Là, Pau Vitor est entré de surface. Tu lui fais une passe. Il fait une vieille frappe à ras de terre sur le gardien. Il va falloir arrêter pour certains de vouloir être les sauveurs, de vouloir faire tout seul, de forcer les choses comme ça. Il faut jouer collectif les gars. Si les mecs sur le terrain jouent pas collectif, on va avoir du mal. Là tu peux avoir une action facile. Peut-être que Pau Vitor aurait tiré 15 mètres au-dessus, sur le gardien, sur le poteau, ce que tu veux. Mais la chose à faire là, c'est pas de tirer. Autre séquence, on a le ballon. Et évidemment, Casado qui va faire la passe à Koundé. Koundé qui se retrouve un peu seul contre la ligne, voilà. Et il n'y a pas de solution devant. Pau Vitor, je pense qu'il va faire... non, il va pas faire l'appel, il va lui demander là. Donc on va repasser derrière. Casado qui va repasser par son défenseur. Et donc là, on a Casado qui lui dit, je pense qu'il lui dit de la donner à Pau Vitor tout simplement. Ce qu'on a normalement, c'est des défenseurs qui font des passes assez risqué. Là, ce que Christensen doit faire, c'est faire semblant de la passer à Casado. Ce que faisait souvent Busquets, passe un peu cachée, où il ouvre son corps, il fait semblant de la passer à Casado, et il la passe à Pau Vitor. Alors, je vais vous dire, oui, c'était Busquets, mais quand même, je pense que Christensen est capable de faire une passe comme ça. Soit il est capable de la donner à Bernal, soit il est capable de la donner à Pau Vitor. Et Pau Vitor, soit derrière, il la donne. En fait, c'est du jeu de position, c'est pas très compliqué. Aller chercher le gars le plus loin derrière la ligne, le gars qui est dos au jeu, la donne à celui qui est face au jeu. Donc en l'occurrence, Marc Bernal. Il a la solution, une sorte de jeu en triangle qui peut se faire. Christensen peut la donner à Pau Vitor. Pau Vitor peut soit la donner à Casado, si Christensen fait sa passe, il peut faire son appel dans le dos du joueur là, soit Pau Vitor a la solution Bernal, voilà, ainsi de suite. Il peut même essayer de tenter une passe risquée là, bon ça serait quand même assez risqué, mais en une touche, Pablo Torre, je pense que c'est Pablo Torre, qui viendrait là, tu vois, c'est une possibilité. Sauf que là, on va repasser sur le côté. Casado a pas trop le choix, soit il repasse derrière sur Christensen, soit il la donne à Koundé concrètement. Donc là, il la donne à Koundé, sauf que Koundé, c'est pas un latéral qui déborde, c'est pas un latéral qui dribble. Et là, Pau Vitor qui rentre beaucoup dans l'axe, qui a ce profil-là d'attaquant, bah là, il se propose pas, du coup. Si c'était proposé avant dans l'axe. Ce qui fait que Koundé il a pas trop de solutions. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter une passe en profondeur désespérée. Ça passe pas, ça sort. Donc vraiment là on est en train de... Là ce qu'on voit là c'est pas positif. C'est quelque chose qu'on a vu déjà la saison dernière. Des joueurs qui contournent
qui ne passent pas par l'axe, qui ne font pas de passes risquées, qui contournent le bloc et qui ne prennent pas de risques. Et ça donne un jeu assez stérile et assez chiant en fait. Il faut qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont fait en pré-saison. On a joué contre City, on a joué contre le Real, on a joué contre Milan. Vous n'allez pas me faire croire que même si c'est des matchs amicaux, là aussi c'était un match amical, vous n'allez pas me faire croire que ces matchs-là contre City, contre le Real et contre Milan, c'était plus facile que contre Monaco. Les gars, quand même. Autre séquence, première mi-temps, j'ai pris beaucoup de séquences de la première mi-temps. Bon, j'ai pas pris les séquences des buts et tout qu'on s'est pris parce que beaucoup d'erreurs en fait défensives ou de jeunesse. Donc bon. Mais donc là, c'est pour moi l'erreur là ici, c'est on récupère le ballon et eh bien on a personne. Là. On a tout notre bloc, on va dire, qui est redescendu défendre. On récupère le ballon et au lieu de poser un petit peu le jeu, on cherche absolument cette verticalité et cette vitesse. Koundé t'y regarde loin et t'y envoie loin. On a Lewandowski, Rafinha devant. Donc oui, ok, ils sont deux contre 2. Il faut vraiment que la passe soit réussie, assez profonde, assez loin pour que Rafinha il prenne de vitesse le joueur. Sauf que la passe elle est trop courte et Monaco récupère la balle. Donc là, concrètement, c'est la verticalité, mais la mauvaise verticalité en soi. Je sais pas si c'est une demande du coach, mais faut arrêter de balancer des longs ballons comme ça. Il faut d'abord que l'équipe elle soit un petit peu en place pour essayer de chercher aussi cette verticalité et cette vitesse. Je veux bien qu'on joue un petit peu les contre-attaques, mais là c'est un peu une contre-attaque désespérée. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est encore Koundé, j'ai pas envie de tomber sur Koundé, voilà, j'ai pas envie de tomber sur lui. Mais en l'occurrence là, on récupère la balle et au lieu de poser un petit peu, que l'équipe elle se mette en place, on balance un long ballon et direct on perd la balle. On perd la balle au bout en 10 secondes quoi. Faut arrêter. Il faut d'abord essayer de chercher un certain équilibre en fait. Il faut d'abord que les joueurs se mettent en place pour éviter, parce que si on perd la balle direct, on va subir. Là, les joueurs sont pas en place. Défensivement, ils étaient tous bas. On balance devant, on perd la balle. Monaco peut réattaquer parce qu'eux, ils ont déjà leur bloc haut et nous, on a notre bloc bas parce qu'on venait de défendre. Ça n'a pas de sens. Dernière séquence de l'analyse, c'est juste avant la mi-temps. Donc, on essaie de relancer encore une fois. On a des solutions. On a Pablo Torre qui est assez bas. Bernal qui est pivot et encore une fois Casado qui est seul comme ce qu'on a vu en début de vidéo où Ter Stegen va trouver ici Lewandowski. Cette fois-ci c'est Rafinha qui est là, il fait son appel dans la profondeur et Ter Stegen va trouver Casado donc avec une belle passe, une passe assez risquée, plein axe. Donc ça c'est si on peut souligner les qualités de Ter Stegen, c'est bien là, c'est le jeu au pied quand même. Et donc Ter Stegen qui va casser la ligne et qui va trouver Casado direct, qui va essayer de jouer en une touche. C'est raté, il va louper sa passe pour Robert. Bref, on va récupérer le ballon, après on va reposer le jeu. Bernal qui passe donc par Koundé et là une passe risquée et plein axe pour le coup qui va être intéressante. Koundé qui va la redonner à Bernal qui va jouer en une touche là pour Casado. Donc on va voir typiquement une action qui je pense est aussi fluide et aussi bien construite, bien jouée parce que ça se joue entre Bernal, entre Casado et entre Pau Vitor. Le dénominateur commun là-dedans, c'est qu'ils ont joué ensemble pendant un an avec le Barça B la saison dernière. Donc Bernal en une touche pour Casado. Casado, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se retrouve dos au jeu, donc qui a deux joueurs sur lui, qui va retrouver Bernal qui est face au jeu, lui, qui a fait sa passe et qui fait son appel. Il se retrouve derrière ce joueur-là. Bernal a le choix de la donner entre Lewandowski qui est complètement libre ou Pau Vitor du coup qui fait son appel. Ça c'est bien joué. On a donc Casado qui remet et la bonne passe de Bernal, le bon dosage aussi dans la profondeur pour Pau Vitor. Donc ça c'est bien joué, jeu en triangle, une action bien construite, en une touche de balle, très verticale aussi, rapide, voilà, il y a de la verticalité, il y a de la vitesse mise dans le jeu par le fait qu'il y ait une touche de balle. C'est intéressant, c'est quelque chose d'intéressant, il faut travailler là-dessus. Bon, l'action finit par un jeu entre Pablo Torre et Lewandowski. Je pense que là peut-être on peut repasser par Casado. Au lieu de s'enfermer un peu sur le côté, Casado est quand même assez libre, il a le choix, il aurait pu avancer, attaquer. Et soit le défenseur central, soit le latéral serait sorti sur Casado, ce qui aurait libéré soit Pau Vitor, soit Rafinha. Soit Casado frappe de loin, c'est pas sa qualité première, la frappe de loin non plus. Soit il peut faire une petite passe au-dessus de la défense ou une petite balle piquée ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un petit peu plus sa spécialité, on va dire. Donc Pablo Torre qui joue avec Lewandowski. Lewandowski qui essaie de combiner avec Pablo Torre. C'est un peu mal dosé, c'est un peu mal joué dans les petits espaces, c'est compliqué et on perd la balle.
malheureusement. Enfin bref, voilà pour l'analyse. Je pense que j'ai donné un petit peu mon avis sur ce match, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai essayé de mettre des séquences par rapport à ce que j'ai ressenti de ce match. J'ai pas mis toutes les choses positives du match, toutes les occasions, ni toutes les choses négatives non plus. Le but c'est pas de faire la liste non plus, c'est de donner un petit peu mon ressenti sur ce match et d'appuyer mes propos par des séquences, quoi. Donc pour moi le problème c'est aussi, comme je l'ai dit, hein, je me répète, mais c'est pas forcément Koundé le problème, mais le problème ça va être plus le profil. C'est ce que j'avais dit déjà en vidéo il y a un certain temps, c'est que Flick, je pense qu'il va vouloir un latéral droit et gauche qui sont très offensifs en fait. Des latéraux qui prennent le couloir, des latéraux qui font des appels dans la profondeur. Flick il veut des équipes qui sont très offensives, qui se ruent vers l'attaque, avec beaucoup d'appels, du jeu rapide, de la verticalité. Et avec un Koundé à droite, c'est pas un profil de latéral qui va bombarder. Défensivement, il apporte quelque chose, mais offensivement, il va falloir trouver des solutions. Alors peut-être que ça sera différent, parce que là, je l'ai bien précisé en plus. Koundé et Pau Vitor, c'est complicado, parce que Pau Vitor a tendance à rentrer vraiment dans l'axe, parce qu'il est attiré par l'axe, parce que c'est un attaquant aussi. On a vu quand Lamine Yamal est rentré, il était un petit peu plus quand même couloir, un petit peu plus sur l'aile, il venait un petit peu plus chercher la balle dans les pieds pour essayer de dribbler et apporter des solutions. Et on a vu d'ailleurs avec lui Hector Fort qui était dans le profil plus intéressant. Il attaquait un petit peu plus, il prenait un petit peu plus le couloir. C'est plus un latéral, le vrai latéral, Hector Fort. Donc on a vu un peu plus la différence. Ça veut pas dire que Hector Fort est meilleur que Koundé comme joueur, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le profil, ça correspond plus à mon avis à ce que veut Flick. Donc je ne sais pas. S'il faut aller chercher un latéral droit, vrai latéral droit un peu plus offensif, je pense que le club est toujours chaud pour récupérer Cancelo, peut-être en prêt. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut donner le choix aussi à Flick d'avoir un pur latéral droit qui va attaquer, quoi. Tout simplement, avoir un profil plus offensif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain probablement pour une petite vidéo. J'avais mis une FAQ, oui, FAQ par rapport au début de saison, un peu ce que vous attendez du début de saison, tout ça. Sur mon Instagram, en story, j'avais mis une petite boîte à questions. Donc demain, je ferai ça. Je ferai ma première FAQ de la saison. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Passez une très bonne journée.